Le courant jet est le grand moteur de notre météo européenne. C'est un fluide comme un autre et il lui arrive parfois de se livrer à quelques facéties qui compliquent la prévision. C'est ce que nous allons voir dans ce décryptage météo numéro 21. Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. Séparation des masses d'air polaires et tropicales, développement des anticyclones, stimulation des orages et des tempêtes, le courant jet a une fonction vitale pour comprendre la météo européenne. Mais avant toute chose, parlons d'un autre élément important pour cette semaine, le calcul des températures de sol à partir des températures au niveau 850 hectopascales. Le calcul de la température de sol à partir de la température au niveau 850 hectopascales est toujours un exercice particulier. Et pour ça, en général, rien de tel que l'expérience. Mais parfois, un diagramme peut être assez utile. Et donc, vous avez ici un diagramme dont la source est le KNMI, donc c'est le service météo néerlandais, qui a été publié par le site Skystef, dont vous avez le lien en description. Et que nous indique ce diagramme? Eh bien, donc, vous avez en abscisse le temps avec les mois, et vous avez même le nombre de jours, plus précisément. En ordonnée, vous avez la différence entre la température maximale et la température au 850 hectopascales. Mais vous avez un facteur supplémentaire, bien utile, évidemment, qui est donc les octas, c'est-à-dire la ouverture donc nuageuse. Et qu'observe-t-on en fait? Eh bien, tout simplement, c'est que si vous prenez dans la saison chaude, mettons donc du côté de mai, juin, juillet, etc., eh bien, si vous avez un ciel bien dégagé, eh bien, donc à 0 ou 2 octas, eh bien, donc vous pouvez ajouter plus de 16 degrés. D'expérience, je pense même qu'on peut aller jusqu'à 17 degrés et vous avez quand même certains points qui vont à 18 degrés et même au-delà. Évidemment, les points noirs sont plus nombreux vers le bas et donc forcément vous devez rajouter moins de degrés, 10, 12, peut-être 14 degrés. Et tout ceci donc évolue en fonction des saisons. Et ce qui est assez logique, c'est que quand vous avez un ciel bien dégagé, donc en janvier, eh bien à ce moment-là, donc la température que vous rajoutez est plus basse que quand vous avez des nuages, tout simplement parce que les nuits sont plus longues et donc il y a plus le temps de se refroidir. En plus, en général, quand il fait dégager, c'est le signe que vous avez un air polaire qui est en général même continentalisé. Et donc à ce moment-là, vous avez vraiment une source d'air qui vient du continent. Et quand l'air vient du continent, en général, eh bien, vous avez donc un air déjà à la base qui est assez froid. Par contre, si vous avez de l'air polaire maritime ou de l'air arctique maritime, eh bien, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, eh bien, il faut parfois 10 à 12 degrés de différence pour avoir de la neige pérenne, et j'insiste évidemment sur la neige pérenne. Vous pouvez remarquer que vous avez aussi des valeurs négatives en hiver, mais ça, c'est en fait quand vous avez de l'inversion de température. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous pouvez avoir 5 degrés au niveau 850 hectopascales, mais si vous retirez eh bien moins 5 degrés, vous arrivez à 0 degré. Donc vous avez les premiers reliefs à 500 mètres qui sont largement dans le positif, mais vous avez le plancher de vache, les basses couches, qui sont, elles, tout simplement dans cette pellicule d'air froid où il peut même geler de manière permanente. Mais donc, en été, là nous arriverons quand même dans la belle saison, eh bien on peut constater qu'on peut, en général, donc ajouter 15 degrés, voire plus, pour passer du niveau 850 hectopascales aux températures maximales. Mais il faut malgré tout faire attention, il y a toujours des exceptions, et parfois il faut travailler
au cas par cas. C'est vraiment la leçon la plus importante de ce type de diagramme et de l'expérience que nous pouvons acquérir en fonction donc du vécu. En tout cas, donc ce diagramme est mis en description pour consultation. Dans ce qui nous préoccupe pour la prévision à la charnière avril-mai, c'est vraiment le comportement du courant jet qui aura encore une fois un comportement ondulatoire. On est toujours dans les flux méridiens dont j'ai pas mal parlé ces dernières semaines, mais on peut constater que vous avez ici encore une fois une ondulation du courant jet et on peut deviner que donc en fait elle descend ainsi et puis elle remonte vraiment. Donc ondulation du courant jet avec un creux du côté de Terre-Neuve, ça la remonte ensuite et puis cela redescend à l'ouest de la péninsule ibérique. Pendant ce temps, vous avez aussi une autre branche du courant jet qui circule ainsi. Et donc évidemment, ce qu'il se passe avec l'amplification du courant jet, c'est qu'au final, eh bien, cela va tout simplement isoler ce creux d'altitude et donc en goutte froide à l'ouest de la péninsule ibérique, parce que finalement, bon, vous avez ici la jonction de deux branches des courants jet, et ce qu'il se passe tout simplement, c'est que cette branche-ci, même si elle est plus faiblarde, pardon, dans cette zone au sud de l'Islande, eh bien, elle continue quand même ensuite au nord de la Grande-Bretagne et vers la Scandinavie. Donc, ce qu'il se passe tout simplement, c'est que le courant jet, qui est un fluide comme les autres, eh bien, il est suffisamment puissant pour ensuite casser l'amplification du creux et continuer sa trajectoire vers l'est. Pendant ce temps-là, eh bien, le creux, tout simplement, s'isole en goutte froide à l'ouest de l'Espagne. Donc, ce qui est important, évidemment, ici, eh bien, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la dynamique des fluides. En réalité, le courant jet, c'est donc un courant d'air et donc un fluide comme une rivière. Nous parlons quand même assez régulièrement des rivières atmosphériques dans le décryptage. Eh bien, ici, en fait, le courant jet, c'est comme une rivière, c'est comme un fleuve qui, en fait, méandre avec évidemment toute la dynamique des fluides, plutôt ici en hydrologie, il faut quand même comprendre que nous avions donc tout simplement un méandre ici qui s'est progressivement développé et qui s'est fortement amplifié au point où tout simplement, eh bien, les deux parties donc du méandre se sont progressivement rapprochées ici et se sont coupées pour établir donc une rivière pratiquement rectiligne. Et au final, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un méandre que l'on catégorise comme mort, de la même manière donc que avec le courant jet et donc les branches du courant jet qui s'amplifient de plus en plus, à un moment, tout simplement, le courant jet qui est suffisamment puissant, eh bien, coupe l'amplification. Et donc ici, vous avez aussi le méandre qui a été coupé et isolé du courant principal. Nous allons maintenant prendre l'animation du courant jet avec le site Tropical Tidbits que vous avez en description, en lien en description, et vous pouvez remarquer que donc vous avez effectivement le creux ici qui va s'isoler à l'ouest de la péninsule ibérique. Mais ce qui va être assez intéressant, c'est de constater donc que vous avez aussi la crête qui se développe par derrière et qui va induire donc en fait ici un petit creux qui va descendre du côté des îles Britanniques et de la Scandinavie, avec donc un vent de nord-ouest qui peut pénétrer l'Europe du nord-ouest. Mais quand vous avez évidemment aussi le creux d'altitude du côté de la péninsule ibérique et du sud-ouest de l'Europe, évidemment, vous avez donc un flux de sud-ouest qui vient par le sud-ouest. Et donc, évidemment, il est un peu compliqué de savoir où va se situer la limite. Et donc, cela donne quand même une incertitude dans la prévision quand même assez précise. En tout cas, encore une fois, on peut constater que, comment dire, la crête d'altitude provient évidemment d'amplification du courant jet qui se produisent donc aux États-Unis avec encore une fois évidemment des offensives orageuses sévères. Et donc on voit évidemment que le courant jet est un fluide comme un autre et donc prévoir sa fluidité, prévoir son déplacement, ses amplifications, pardon,
son comportement. Et bien évidemment, tout ça, c'est de la dynamique des fluides et c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué et qu'il faudra sans doute aborder un jour. Le problème, c'est que ceci a des implications sur la modélisation des températures et donc du temps concret pour la semaine prochaine. Et je vais prendre ici même trois cartes de modélisation, donc pour le 1er mai à 14 heures, avec la probabilité d'avoir des températures à 2 mètres supérieures à 25 degrés. Première carte, donc la modélisation du vendredi 25 avril, et on peut constater que par exemple sous le nord de la Belgique, les probabilités sont même supérieures à 50%. Donc on avait déjà vendredi une relative certitude, malgré tout, d'avoir des températures estivales. Le problème, c'est que les choses ont un petit peu changé dans la modélisation du samedi 26 avril, ce qui témoigne encore une fois de l'incertitude avec les développements anticycloniques plutôt au nord-ouest. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette probabilité d'avoir 25 degrés s'est vraiment effondrée, à part un tout petit point en vert, c'est-à-dire 25% de probabilité, il n'y avait plus grand-chose pour espérer température estivale, alors que le sud-ouest français, lui, est clairement passé dans le jaune et même l'orange, laissant penser à des températures largement supérieures à 25 degrés. Ça, c'était la modélisation du samedi 26 avril. Et puis, eh bien, il faut prendre la modélisation du dimanche. Et là, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Eh bien, on a de nouveau les probabilités qui reprennent du poil de la bête dans le nord de la Belgique. Alors, on n'a pas de nouveau du jaune, on a plutôt du vert, du 25%, mais on peut constater malgré tout, et alors que d'autres petites poches ont émergé. On voit du côté de Rouen, du côté de Lille, on a évidemment l'effet des chaleurs de l'île de Paris. On a aussi du côté de l'Italie, on a le sud-ouest qui indique ces probabilités. Mais tout ceci indique clairement les incertitudes en fonction de la position de l'anticyclone dans le nord-ouest, parce qu'on a donc apparemment une lutte d'influence entre le blocage européen qui donc pourrait impulser le vent de sud et puis le futur blocage anticyclonique nordique qui impulserait lui un vent de nord-ouest. Les incertitudes se traduisent aussi sur d'autres modèles. Ici, par exemple, vous avez le supercalculateur allemand Icon avec la modélisation du 26 avril, encore une fois, pour le 1er mai, et cette fois-ci, nous ne sommes plus en termes de probabilité, mais les températures, donc aux 850 hectopascales, qui sont encore une fois un facteur déterminant pour savoir comment seront les températures de sol. Et le samedi 26 avril, eh bien, la modélisation, notamment pour la Belgique, indiquait quand même un isotherme 8 degrés donc sur Bruxelles, on était tout proche, on est du 6 degrés donc à la frontière néerlandaise et vous avez le 10 degrés du côté de la vallée de la Loire. Ça, c'est la modélisation donc du samedi 26 avril. Si nous prenons le dimanche 27 avril, eh bien les choses sont quand même déjà un petit peu différentes. Le 10 degrés n'est plus sur la vallée de la Loire, mais il est même au nord de la vallée de la Seine et il traverse le sud de la Belgique. Et le 8 degrés qui était situé donc déjà sur la frontière belgo-néerlandaise et beaucoup plus sur le nord des Pays-Bas. Donc on voit évidemment que c'est une lutte d'influence, encore une fois, entre le blocage européen et le blocage du nord-ouest. En avançant dans l'échéance, on serait tenté de penser maintenant, et en plus le modèle européen, donc lui indique bien des températures de 10 degrés environ aux 850 hectopascales sur la Belgique, et donc on peut quand même penser qu'on pourrait avoir des températures estivales pour le congé du 1er mai. En tout cas, pour conclure sur cette journée du 1er mai, eh bien, nous pouvons constater qu'effectivement, il est prévu modéliser environ 23-24 degrés en Belgique, du côté de 25 degrés sur Paris et sur le sud-ouest. Donc, ça correspond effectivement plus ou moins à ce qui est prévu dans les 850 hectopascales, en mettant quand même pas un élément, c'est qu'en général, le modèle allemand, quand il a une échéance de 4 jours, il doit encore un petit peu se lisser, se caler sur les températures aux 850 hectopascales et ajouter l'un ou l'autre degré
pour vraiment coller à la réalité. Il y a ce facteur plus 15 en général. En n'oublions pas aussi que pour le cas présent, eh bien, quelques nuages pourraient dériver, ce qui pourrait limiter très faiblement, évidemment, l'envolée des températures. On aura évidemment l'occasion de repréciser tout ceci sur le compte X. Autre source, autre modèle, le modèle GFS avec ici les cartes d'Alicia Bentley pour le géopotentiel et son anomalie, donc le 1er mai. Et donc vous avez effectivement cette crête anticyclonique, plus ou moins sur le sud-ouest de l'Europe, avec le beau creux qui est quand même très profond à l'ouest, sud-ouest de la péninsule ibérique. Donc vous avez effectivement ce flux de sud-ouest sur une bonne partie de la France, mais vous avez ces développements anticycloniques, encore une fois avec la fluidité du courant de jet, et un creux qui tend à s'enfoncer par le nord-ouest. Donc encore une fois, cette incertitude, en fonction des modèles, évidemment, et ce qu'on va pouvoir constater, c'est que tout simplement, eh bien, le 3 mai, eh bien, l'anticyclone, alors il y a toujours la présence effectivement de la crête sur le sud-ouest, mais qui est quand même plus, qui a plus tendance à régresser vers le sud, et surtout, ben, vous avez vraiment la crête anticyclonique nordique qui s'est fort développée, avec donc un flux de nord-ouest qui s'organise depuis la latitude très nordique. Mais donc, où va se situer la limite? Évidemment, ce sera une des discussions que nous aurons dans les prochains jours, notamment sur le compte X. En tout cas, ces développements anticycloniques par le nord-ouest n'arrangent absolument pas nos affaires, en tout cas pour ceux qui vivent dans le nord de la France et le Benelux. Alors dans le sud, c'est un petit peu différent, et surtout certaines régions qui ont été frappées par des inondations. Mais voici le cumul total des précipitations prévu à 10 millimètres sur une période de 240 heures, c'est-à-dire jusqu'au mercredi 7 mai, est clairement la limite verte, donc probabilité à 25%, donc c'est pas énorme, et on ne parle que de 10 millimètres. Eh bien, le nord de la France, le Benelux, une grande partie de la Grande-Bretagne, l'ouest de l'Allemagne, certaines zones ont reçu de bonnes quantités de précipitations durant la deuxième décade d'avril, mais d'autres non. Et ce que nous craignons dans un précédent décryptage, c'est que la deuxième décade d'avril serait trop peu humide pour affronter ce qui était possible après, c'est-à-dire une fin avril et un début mai sec. Eh bien, nos sombres pressentiments, eh bien, semblent se confirmer. Et il faudra évidemment voir ce que cela va donner après. Voilà, le courant de jet, c'est un élément de notre météo dont on devra indéniablement parler encore plus en profondeur et en plus compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à bien soutenir la chaîne, notamment avec Tipeee et vos dons, mais aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur le compte X, eh bien, tous les liens en description sont pour vous. Je vous donne rendez-vous pour le 5 mai pour le décryptage météo numéro 22. Salut!